Entre l'écrivain et le lecteur, il y a l'éditeur. La Bretagne en compte des centaines. Martial Ménard est l'heureux éditeur de Jean-Marie Desguinet, Mémoire d'un paysan bas-breton. Un succès inespéré pour Ennéret. J'ai tout de suite vu que c'était un très très bon bouquin. Et j'en avais tiré donc 2500 exemplaires en mai 98, pensant qu'il serait épuisé vers Noël. Et j'aurais fait un deuxième retirage de 2005 et ça aurait fait sûrement un des éditeurs les plus heureux en Bretagne parce que j'ai jamais attendu arriver jusqu'à 100 000 qui est le chiffre qui est atteint maintenant, quoi. On ne sait absolument pas jusqu'où on ira. L'ancien instituteur des écoles d'Iwan se souvient de ses débuts en 1983. À Pellemont, j'étais tout seul, je bossais dans mon appart. J'étais chauffeur, secrétaire, correcteur, tapeur à la petite machine, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, et enfin je faisais tout. D'être au 3 ou 4e bouquin où je me suis rendu compte que c'était un métier, que les métiers du livre en fait c'était plusieurs métiers qui se côtoyaient, de l'écrivain jusqu'au public de librairie. Entre les deux, il y a l'éditeur, il y a le diffuseur, il y a le libraire, il y a les bibliothécaires. Et donc j'ai été voir Yann Goisouet, puisqu'on a quand même la chance en Bretagne d'avoir une maison de diffusion. Il n'y a pas beaucoup d'autres régions qui ont cet outil pour la promotion du livre, et non seulement sa promotion, mais surtout sa diffusion dans les différents points de vente. C'est capital, sans diffusion, on ne fait pas d'édition. Et dans un premier temps, quelqu'un qui publie un livre, lui, considère que le fait de l'éditer, c'est le point d'arrivée. Et non, c'est le point de départ. Et là, je crois que la Coop Braise a joué un rôle très très important, parce que pour la première fois, il a fallu s'affronter là aux critères du réel, la vraie diffusion, les vrais chiffres de diffusion des livres. Et tout d'un coup, des gens qui rêvaient à des ventes de 10 000, 5 000 exemplaires sont perçus, non, c'est des ventes 600, 500, 723 exemplaires, et qu'il faut faire ces comptes d'exploitation avec la triste réalité des chiffres, et qu'il fallait partir de ça si on voulait développer justement et en vendre plus. Et là, la Coop Braise a réussi justement à imposer un peu à tout le monde, et à donc une horde d'éditeurs rêveurs, d'imposer le critère de réalité. Et ils ont fait un travail de fourmi, d'implantation qui a été formidable. La coopérative Braise est née à La Baule en 1957 dans l'idée de promouvoir la culture bretonne. Installée à Spézet dans les années 70, Coop Braise édite et diffuse des livres et des CD autour des mondes celtiques. Yann Goisdoué aurait été pendant 30 ans le directeur éditorial de cette maison. On est nombreux dans la maison à être des passionnés de culture bretonne, donc c'est rarement ou jamais par hasard que les gens soit posent leur candidature, soit sont recrutés à Coop Braise. Donc le fait que moi je sois sonneur, je dis sonneur, on peut dire musicien amateur, tout en jouant dans un groupe qui a eu son importance, donc c'est Diaoula d'Armenez. Mais d'autres que moi ici, et d'ailleurs il y a des membres de Diaoula d'Armenez qui sont dans le personnel. Il y a mon successeur à la direction de Coop Braise, Jean-Louis de Valégan, qui lui est un musicien, tout en étant aussi un sonneur. Il y a des gens qui sont férus d'histoire, il y en a d'autres qui sont férus sur la danse, sur le costume. Je connais très peu de nos collaborateurs qui n'ont pas un petit hobby du côté de la culture bretonne. On a 600 éditeurs dans la maison. Donc 600 éditeurs, ça peut aller de la toute petite association jusqu'à l'entreprise déjà très bien structurée. Là-dedans, il y a 300 éditeurs qui sont effectivement très actifs. D'accord ? Et à côté, au niveau disque, on distribue 40 labels, 40 marques qui n'ont pas la structure suffisante pour envisager une distribution. Donc effectivement, il y a un catalogue à la fois éditorial et sonore très très vaste. Et donc, on est le représentant en permanence du bouillonnement, en plus de ce fond. La maison accueille tous les porteurs de projets. Ceci dit, on prend aussi le risque, avec des éditeurs ou avec des auteurs de chez nous, de dire, bon, c'est peut-être un sujet qui a déjà été abordé, mais l'angle sur lequel on va le traiter est un angle pertinent.
Et donc, Banco, c'est un peu notre capital risque, si vous voulez, que l'on met là, à la disposition des expressions artistiques. On a ce pouvoir-là, à Cobbrace. On n'est pas sur un créneau uniquement mercantile, de profit, etc. On a une dimension d'entreprise culturelle, au sens où on peut initier, accompagner, communiquer sur des projets qui ailleurs ne seraient pas reçus même. Et ça, tous les jours, se dire qu'on est un petit peu le porte-parole ou le porte-drapeau de cette communauté-là, c'est extrêmement, extrêmement motivant. C'est extrêmement aussi astreignant, parce qu'il faut être rigoureux, il faut que les uns et les autres ne se sentent pas frustrés. Et on avance comme ça. Et c'est ça qui me fait avoir cette motivation, le contact permanent avec les éditeurs, les auteurs, les musiciens. Ça, c'est travailler vraiment de sa passion, c'est terrible, quoi. Je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça. La première personne à convaincre d'acheter des livres, c'est le libraire. Courtisé par toutes sortes de maisons d'édition, il ne peut se laisser séduire à chaque parution. La librairie Dialogue à Brest est un endroit qui se visite. 1600 mètres carrés sur 2 étages, fauteuils, salon de thé, café littéraire, 100 000 titres sur les 260 000 existants en moyenne sur le marché. Si Charles Kermarek rêve encore de pousser les murs, c'est que l'avenir réserve tant de promesses. C'est une renaissance permanente, il y a un bouillonnement, une effervescence constante dans ce métier-là. Le groupe Hachette et le groupe Havas représentent à eux seuls 70% de la production vendue d'ouvrages en France, mais tous les jours il y a des gens qui sont assez fous, assez rêveurs, assez inconscients pour créer des maisons d'édition. Et c'est sans fin, clairement sans fin. Il n'y a aucune crainte à avoir en plus sur ce risque de concentration trop forte de l'édition. Il y a plein de fêlés. Heureusement. C'est à Douarnenez, port du Finistère Sud, que se monte en 1980 un projet insensé. Faire de l'édition haut de gamme, sans aucun moyen financier, sur des sujets aussi oubliés que la pêche à la voile. On n'aurait pas pu créer le Chasse-Marée, indépendamment donc de sa partie bretonne, dans une autre région que la Bretagne. Ça c'est sûr, parce que la Bretagne est une forte région maritime, bien sûr, donc si on fait une revue maritime, on ne la fait pas à Paris. Pour nous c'est une évidence. Le Chasse-Marée en français est connu au Québec, bien sûr, mais aussi aux États-Unis, qui pourtant lisent peu le français, est connu de toute l'Europe. C'est une des forces qui nous a permis de faire les fêtes maritimes qui sont des tailles européennes. Une revue comme Armen sert de référence en Angleterre, en Irlande et ailleurs où ils aimeraient bien faire la même chose. Le Chasse-Marée édite aussi des livres très beaux et qui demandent parfois jusqu'à 10 années de travail. Nous éditons ce que nous avons envie de lire. Nous sommes des Bretons, nous avons des parents qui ont été dans le domaine maritime aussi, ou bien nous avons envie de savoir ce qu'a été la grande pêche à Terre-Neuve ou à Islande, ou nous avons envie de savoir exactement comment fonctionne un phare. On se dit, on y va, on le fait. En essayant, ça aussi, c'est une des choses qui nous est très particulière quand on conçoit un livre, c'est de citer le maximum de gens. Les gens qui ont fait cette histoire et qui donc peuvent se retrouver dans ces ouvrages, ou en tout cas leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que comme je le disais tout à l'heure, on vient tous pour une petite partie du domaine maritime. On a tous cette histoire-là en nous. Sur les 35 personnes qui travaillent en permanence pour le Chasse-Marée, 4 se chargent uniquement de la recherche de documents. Ici, on ne jette rien, on accumule, on thésaurise, on classe, on collectionne. À la tête de ces richesses, Bernard Cadoret. Vraiment, je crois que les gens les plus performants chez nous, c'est les documentalistes, quoi. Parce qu'ils vont chercher, ils vont trouver, c'est-à-dire des jeunes femmes en l'occurrence, ils vont chercher des choses que personne d'autre ne trouve, quoi. Des choses fabuleuses. Et puis, et aussi les gens de terrain, les gens qui vont faire des enquêtes de terrain, des collectages oraux auprès de vieux marins ou de vieux paysans. Les gens qui écrivent pour nous sont en général de grands connaisseurs dans leur domaine, toujours. Et nous y apportons notre patte également. Je crois qu'il n'y a pas un ouvrage, pas une revue non plus, pas un article de revue non plus, mais pas un ouvrage où nous n'ayons, nous, apporté une matière supplémentaire. Alors qui peut être écrite,
comme iconographique, mais toujours nous y mettons notre patte. Il n'y a pas un manuscrit qui arrive et qui soit tiré comme ça et qui parte en librairie sans notre propre signature. Comme nous sommes une toute petite maison d'édition, nous sommes obligés de faire très très attention à ce que nous éditons. Il faut qu'on soit quasiment certain que ça marche. Sinon pour nous c'est très grave, on coule. Donc on a toujours réfléchi à nos collections. Si on les a choisis, c'est parce qu'on avait envie de nous aussi et de s'impliquer et de savoir, d'apprendre, de connaître. Donc non, sur les gros ouvrages, on ne s'est jamais trompé. Ils ont tous superbement bien marché, au-delà de ce que l'auraient fait certains éditeurs parisiens. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'en fait qu'on ait des grands succès et des non-réussites. Non, pas vraiment. Le phénomène chasse-marée, Harvag, etc., c'est pas un phénomène de mode. Je me rappelle quand j'ai fait la première signature de ce livre, c'était à Tréboul, juste à côté d'ici. Il n'y avait que des marins en casquette dans la... Et ça, pour moi, ça a été un bonheur formidable. Je me dis, on a touché juste, parce qu'attention, c'était un beau livre, c'était un livre cher, et les gens s'y sont reconnus, ils ont été fiers qu'on consacre un livre comme ça à leur histoire, à leur culture. Quelqu'un qui va nous découvrir maintenant, en général, nous achète des ouvrages qui datent d'il y a 8 ou 9 ans. En général. Ça, c'est très très frappant. Aucun de nos ouvrages n'a été mis au pilon. Aucun. Et donc, comme je vous le disais, Harvag est réédité, Les Phares, notre livre qui vient de sortir là, est déjà en réédition, les clippers français ont été réédités également. Tous ces ouvrages, qui sont pas très gros, donc, ont été réédités. Ça marche bien, mais bon, c'est pas une maison qui fait des gros profits, qui paye des gros salaires, hein. Faut pas rêver. Par contre, elle est très solide, parce qu'il y a un taux de réabonnement formidable, parce que tous les bouquins marchent, enfin bon, donc on n'a pas à s'inquiéter, ça va bien, mais... Non, moi je pense que ce qu'on a vécu, c'est une aventure. On n'a jamais hésité à sauter de l'avant. Mais finalement, à force de vouloir toujours atteindre nos objectifs culturels, disons qu'on n'a pas été gouverné par une logique d'argent, par une logique économique. Si, le sérieux économique, on l'a voulu, mais on n'a pas cherché à gagner de l'argent, Et donc on a gagné autre chose. Toutes les maisons d'édition sont des aventures, au coin de la rue ou au bout du monde. Mondes celtiques, maritimes ou ruraux, mais aussi mondes intérieurs. À Guimaraes, dans les Côtes-d'Armor, l'homme Maffard, ancien commercial d'une grande maison d'édition parisienne, ouvre un café au début des années 90. À force de parler des livres qu'il aime à ses clients, il rajoute au café une librairie. Il arrive qu'ici, on ne sache plus s'il en est venu d'abord pour boire ou pour lire. Et puis doucement, dans le cœur du libraire cafetier, une ancienne idée refait surface, éditer. Moi, je dirais une banalité. Enfin, l'éditeur, c'est un passeur de texte, cette question n'est pas de moi, mais c'est celle qui s'impose de toute façon. Je suis contente que vous les ayez reçus, c'est extra. Et avec un cadeau encore en plus, alors. On ne peut pas dissocier le texte de l'objet. Il y a une approche physique au livre, il y a une approche très, très sensorielle, sensuelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe un café qui est en même temps une librairie qui est en même temps un café. Et ça participe un petit peu de ce même désir de rassembler tout ce qui peut nous toucher. Nous sommes imprimés par Yves Prié, par les éditions Follavoine, qui fait un travail que nous aimons beaucoup, qui comme ça resté très proche d'une tradition de qualité. Les livres sont faits avec un grand soin, sont composés au plomb, ce qui est devenu quand même assez rare. Donc on tient à cette fabrication, non pas que la PAO ne puisse pas avoir des avantages, mais en tout cas elle ne nous concerne pas pour le type de texte que nous souhaitons diffuser. Guimaraes n'est pas si loin de BD en Ille-et-Vilaine, où Follavoine depuis 20 ans s'attache à la perfection. Imprimeur et éditeur, Yves Prié aime les livres d'artistes, la poésie, et quelques auteurs qu'il faut s'empresser de lire ou de relire, en toute liberté. Enfin, être éditeur, ça ne peut pas se concevoir sans une volonté farouche de liberté. Compte tenu de contraintes, mais effectivement se sentir libre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de travailler tout seul et de ne pas travailler, disons, dans le sens de maisons d'édition qui ont un développement exponentiel. Non, je préfère rester libre et faire les choses à la mesure où je les fais, oui. Quand j'ai pensé effectivement à cette maison d'édition que j'ai constituée, je l'ai toujours pensé en étant l'imprimeur de la maison d'édition, tout simplement parce que le côté technique de la réalisation du livre, l'envie de donner aussi des formes, l'envie de réaliser différents types de livres,
m'a naturellement conduit vers l'imprimerie. Avant toute chose, la lecture est un exercice physique. Donc le livre doit être l'outil qui permet de réaliser cet exercice dans les meilleures conditions, avec le meilleur confort, d'où tout le choix des formats suivant ce qu'on doit imprimer, tout le choix de la force du caractère et le choix du papier. Pour l'artiste, le livre est un espace particulier. C'est-à-dire qu'on a au départ un espace blanc et tout est à mettre en place, que ce soit la typographie, que ce soit et d'une façon particulière, je dirais, que ce soit le dessin, ce rapport, disons, d'un artiste avec un texte, ou d'un texte avec une œuvre, c'est une œuvre artistique, et aussi quelque chose qui se découvre, qui se mature, qui se fait dans le temps. Tant que aussi j'ai le sentiment que ce que je peux publier, ce que je peux produire comme livre, apporte quelque chose qu'un autre n'apportera pas, je crois que c'est aussi ça qui tient et qui me fait continuer. Peut-être que je suis pour certains l'éditeur finalement qui leur correspond. Et donc, il y a aussi, je dirais, tout un, au-delà de la production du livre lui-même, il y a aussi tout un réseau d'amitié, de relations qui se créent avec certains auteurs. Le plaisir de découverte, le plaisir de transmettre est fondamental. Si je prends par exemple Alvaro Mutis, ben oui, le plaisir de découvrir Alvaro Mutis, de le faire découvrir sous un jour peut-être plus complet, est forcément quelque chose qui motive. Quand j'ai lancé par exemple cette collection signature, elle n'est née que d'un intérêt qui m'est propre, c'est celui des aspects cachés de la littérature française du XXe siècle, c'est-à-dire des textes qui sont restés dans l'oubli. Georges Palante était complètement resté dans l'oubli. J'ai eu envie de faire partager cette découverte-là. Quelqu'un comme Jean Grenier, les entretiens avec 17 peintures figuratives, c'est une série d'entretiens sur tout un aspect de la peinture contemporaine qui m'intéresse aussi. Et donc, republier ce type de livre, je crois, fait partie oui, presque d'un travail de mémoire aussi. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, je crois, certains livres, il ne faut pas les oublier. Il faut chercher à vendre ces livres le plus largement possible. Et je dirais même paradoxalement, plus on est petit, plus il faut viser large. Et je crois que c'est important. Et je pense que les livres que je publie peuvent être lus à Strasbourg, Brest, Marseille ou Lille. Tous les ans en février, depuis 8 ans, Quimper tient son salon de la petite édition. Un salon unique en son genre, où l'on se presse au plus nombreux d'année en année. Un petit éditeur ne dépasse pas les 1000 titres au premier tirage et choisit toujours une distribution très sélective. C'est le cas pour Jocasseria, né de l'envie de Brigitte et Bernard Martin à Nantes. Comment se faire repérer au milieu de tout ça ? À la fois, on a décidé d'être constant par certaines caractéristiques, c'est-à-dire le type de papier, les étiquettes, les formats, enfin on a plusieurs types de formats, et puis d'être varié aussi, c'est-à-dire changer de couleur. Donc on joue entre les deux niveaux, tout ce qui est de l'ordre du constant et tout ce qui est de l'ordre de la variation. On est deux à faire les choix des livres, donc étant donné qu'on est deux, qu'on fait moins d'une dizaine de livres par an, ça veut dire qu'il faut qu'on adhère tous les deux totalement à notre projet éditorial. Parfois on est emportés tous les deux. Franchement, là pour Dimanche au Mont-Valérien, c'est un livre que moi j'ai adoré. J'ai vraiment... Si je dois dire dans tout ce qu'on a publié qui est un chef-d'œuvre, c'est vraiment celui-là. En plus, je suis très très contente parce que c'est un auteur vivant. Donc c'est quand même très très agréable d'avoir... l'auteur près de soi, qu'on peut défendre quelqu'un, c'est plus seulement un texte, c'est tout un univers qu'on défend. Donc moi j'adore ça, je trouve que c'est passionnant. L'éditeur devient parfois écrivain. En 1998, Bernard Martin édite Entre nous l'histoire de sa rencontre avec Philippe Cogniet. Philippe Cogniet a dans ma vie un rôle important dans la mesure où c'est la première fois que je me suis intéressé à un artiste, que j'ai écrit sur cet artiste, etc. Bien des années plus tard, quand j'ai créé ma maison d'édition, je lui ai demandé d'utiliser un dessin qu'il m'avait offert pour m'en servir comme d'un logo. Donc ce livre-là, c'est un petit peu le résumé de tout ça. D'où vient Jocasseria ? Qu'est-ce que ça signifie ? L'emprunt à Francis Ponge, le jeu sérieux, etc. Le fait que dès le départ, Jocasseria se consacre à l'art et à ses rapports à la littérature. Voilà, donc c'est une espèce de réflexion, et puis cette espèce de bâton qu'on passe, et ceux à qui je souhaitais le passer
m'intéressait, c'était à mes enfants. Comme disait Jérôme Lindon, le premier devoir d'une maison d'édition, c'est durer. Les éditions Ouest France ont été créées à Rennes en 1975. Elles sont spécialisées dans le tourisme, qui représente la moitié de leur activité. Le reste de leur production éditoriale est consacré aux livres pratiques, nature, cuisine, histoire, littérature et aux beaux livres. Les éditions Ouest France sont multirégionales et leurs grandes collections sont diffusées partout en France et dans les pays francophones. À la tête des éditions aujourd'hui, Servane Biguet. On a commencé dans l'Ouest et c'est depuis l'Ouest qu'en fait on s'est développé hors Ouest, quoi. Mais notre potentiel de développement, il est hors Ouest aujourd'hui. C'est le travail d'une équipe, hein, donc chacun a un rôle à jouer. Donc on ne prend pas de décisions autoritaires sur les publications. Les décisions d'éditer sont prises dans un comité qui rassemble les principaux chefs de service. Et on discute tous ensemble des chances de vente d'un ouvrage, dans la limite ou dans la mesure où on a fixé quand même des cadres de rentabilité. Donc on sait que c'est dans telle collection, ça veut dire tant de pages, tant de photos. Donc ça c'est décidé, les sujets sont décidés tous ensemble. Et puis on essaye aussi de répartir, alors il y a le choix du sujet, de la collection, et on essaye aussi de répartir en fonction des années, puisqu'on travaille, il y a quand même une grosse inertie dans ce métier, donc on travaille sur 2-3 ans qui viennent. Là, on est en train de programmer des choses sur 2003, quoi. Donc on a décidé de mettre sur la photo quand même. Plus de 4000 journalistes, écrivains et photographes travaillent ici à la commande. Mais le comité éditorial se laisse parfois tenter par une proposition extérieure. Ce gardien de phare des 7 îles qui nous a proposé, alors là effectivement c'est un exemple, c'est qui nous a proposé un sujet et qu'on va publier cette année, puisque il peint, c'est la peinture des phares à la manière de tous les peintres célèbres. Ouest France a édité Pierre Jacasselias, Charles Lequintrec, Henri Kefelec et Hervé Jaouen. Ce dernier est le directeur d'une nouvelle collection sortie en mars de l'année passée à son initiative, Latitude Ouest. Quand on atteint une certaine notoriété, on reçoit directement des manuscrits. Et les gens vous demandent des conseils. Vous ne pouvez pas grand-chose pour eux, parce qu'en dehors de leur dire c'est bien, c'est pas bien, si vous n'avez pas de pouvoir dans une maison d'édition, vous ne pouvez rien faire de plus. Donc ça vous conduit à ne plus lire les manuscrits qu'on vous envoie. Alors diriger une collection, du coup ça peut servir. Le manuscrit qu'on va recevoir, s'il est bon, on va pouvoir l'éditer ou donner des conseils, le faire retravailler pour qu'il soit édité dans une collection que vous allez diriger. Donc je suis pêcheur et chasseur, donc dans la direction de collection, il y a un aspect pêche et chasse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez, moi à chaque fois que j'ouvre une enveloppe, que j'ouvre un manuscrit, après j'ai un petit frémissement. Est-ce que c'est le gros poisson que je vais harponner ici, quoi. Malheureusement la déception est 99 fois sur 100 rendez-vous, mais il y a cet aspect-là, il y a un aspect pêche, quoi. Chasse, traque et récompense, quoi. Éditeur en Bretagne, c'est un beau métier. Occasionnel ou au long cours, les éditeurs d'ici s'activent autour d'un héritage culturel, d'une spécialité régionale ou de l'impossibilité de faire autrement. Une seule chose les fait vivre, lire et faire lire.